Bonsoir tout le monde. Je suis très heureux de relancer cette expérience de rencontre avec des chercheurs et des gens qui sont dans la créativité de façon générale et dans le savoir. Donc j'ai tout à fait le plaisir ce soir d'accueillir dans ce séminaire les rencontres d'Al-Mukhatabet. Il y a un séminaire qui se développe et se fait en parallèle avec la publication de la revue Al-Mukhatabet. Il publie 4 fois par an en 3 langues, l'arabe, l'anglais et le français. Donc j'ai le plaisir ce soir d'accueillir pour la deuxième fois dans ce séminaire Maya Vukuzic-Zorica, qui est prof à l'université de Zagreb en Croatie et qui va nous parler de Anne Carson. Et je donne tout de suite la page. Je vais pas présenter Maya. C'est on peut dire, traductrice, chercheur en littérature, et c'est une enseignante de la littérature, je pense, et de la traduction à l'université de Zagreb. Elle a publié beaucoup de traductions et je pense que il suffit de mettre son nom, etc. sur le site, sur n'importe quel site. Vous avez trouvé un peu une liste assez exhaustive de ce qu'elle a publié et traduit. Et euh, je tiens à la féliciter pour tout ce travail de traduction. On sait très bien l'importance de la traduction dans le fait de rapprocher un peu les cultures, de les traduire, non pas simplement un travail de texte ou textuel, mais de traduire aussi des manières d'être et des visions du monde. Et je tiens à la féliciter pour tout le travail qu'elle a fait et qu'elle est en train encore toujours de faire. Donc ce soir, elle va nous parler de Anne Carson, comme je viens de dire, et le titre de sa conférence est Poésie, pensée, phénoménologie, ontologie, Anne Carson et les monstres. Donc on verra très bien comment Maya va articuler ces grands concepts et et je lui donne donc tout de suite la parole, à qui va nous parler pendant 40-45 minutes. Ensuite, on aura l'opportunité, bien sûr, de lui poser quelques questions et d'entretenir une conversation avec elle. C'est un peu l'objectif de ce séminaire qui définit toujours le savoir dans la multiplicité, le pluralisme, surtout linguistique et culturel, et surtout de regarder le savoir dans l'interdisciplinarité et comme étant quelque chose ou un univers à explorer, à questionner, à partager, à échanger par la conversation, et non pas quelque chose, bien sûr, qui repose sur un socle de vérité fixe et absolue. Voilà donc à toi la parole, Maya, et je te remercie encore une fois d'avoir accepté mon invitation à venir parler et échanger avec tous les intéressés et les lecteurs, surtout les étudiants universitaires à travers le monde, notamment en Afrique du Nord, les lecteurs de la revue Al-Mukhatabet. Voilà, c'est à toi. Bonsoir. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier Andy pour cette deuxième invitation et de cette opportunité de pouvoir parler quelque peu de l'œuvre de Anne Carson et en fait lié au thème des monstres. Donc, cette intervention, si on peut dire, va essayer d'analyser quelques aspects des deux ouvrages d'Anne Carson consacrés à Red, donc rouge. Là, je vous les montre immédiatement. Là, c'est donc Autobiography of Red and Red Dog en anglais, mais il existe bien sûr donc une traduction en français aussi, parce il est nécessaire quand on travaille avec les mots d'avoir donc à la fois bon, l'original, mais aussi d'avoir une traduction correcte, en tout cas signée. Et donc, cette intervention, elle est centrée sur la figure du monstre ailé, Guérion. Donc, c'est le géant, comme vous connaissez tous, à 3 corps, dont Héraclès devait s'emparer du troupeau dans l'un des célèbres 12 travaux, donc qui est devenu G dans la suite, c'est-à-dire dans le Rouge d'Oc. Nous avons choisi cette représentation du monstre, non
non pas pour céder à une explication moralisatrice ou tautologique en fait, de l'homme qu'on qualifierait de monstre en tant que métaphore, parce qu'on va voir dans quelle forme exacte il va en fait apparaître, mais afin de montrer comment ces deux textes donc, subvertissent toute pétrification possible des identités de leur forme, leur signification et leur terminologie, en fait glissant, si on peut dire, avec élégance dans l'abîme du poétique. Donc peut-être qui est peut-être le seul chemin permettant d'aborder les métamorphoses de l'identification, pas de l'identité. Le monstre ici, en fait, se décline de multiples manières. Il subvertit donc non seulement le concept moderne du monstre, mais sa racine aussi dans une historicité profonde, dans un texte monstrueux qui est palimpseste du désir, qui se dit à travers les failles du plaisir et de la jouissance. Bon, on peut dire aussi béatitude. Donc, le parcours de Red, donc rouge, relève d'une initiation, d'un récit de formation qui met en lumière, en fait, l'ambiguïté qui est essentielle au monstrueux. Il est simultanément incorporé et rejeté. Donc, il ne s'agit pas d'écrire l'autre, mais de célébrer nos glissements propres dans la définition de la vitalité de nos passions. Donc, il s'agit d'un texte qui est peut-être intempestif, mais que seul un poète, en fait, pouvait écrire, tant il s'oppose à tout modèle ou à tout parangon. Donc, nous espérons montrer que ici, la déterritorialisation à l'œuvre, à la fois grave et ironique, n'a jamais été aussi vivante, et en fait que cartographier cet organisme, ce monstre demeure un défi majeur. Donc, on se propose de tracer ce jet, c'est-à-dire cette trajectoire de la poésie à la pensée et vice-versa, en y partant de la phénoménologie pour arriver à la fin vers une certaine ontologie. On espère au moins. Bon, on va voir. Donc, au titre d'introduction. Donc, tout d'abord, Anne Carson, c'est une poétesse qui n'a pas nécessairement besoin d'être présentée. Autobiography of Red, pardon, son quatrième ouvrage, a connu en fait un succès remarquable pour un livre de poésie, ou quel que soit donc le genre auquel on choisit de le lier. Il fut nommé au National Book Critics Circle Award et 2 ans après sa parution, c'est Carson qui reçut la prestigieuse bourse MacArthur, dite du génie. Donc, c'est un ouvrage qui est loué par de nombreuses voix, parmi lesquelles celle de Susan Sontag, par exemple, et il a acquis le statut d'un texte à la fois bouleversant et transformateur. Il s'agit d'une œuvre hybride, donc mi-poésie, mi-prose, transgénérique, initiatique, aussi queer en tout cas, à la croisée du ce qu'on appelle Bildungsroman, donc roman de la formation, et Künstlerroman, roman sur l'artiste, à la fois sérieux et singulier, voire, bon, postmoderne si vous voulez, mais ce roman en vers, en fait, implose et explose à la fois, c'est-à-dire démontrant que la poésie peut accueillir presque toute forme d'écriture. Donc c'est à la fois une histoire d'amour, une histoire rouge, comme on dit, on va voir, racontée par Rouge, par Red, à la fois particulière et universelle, ouvrant à la voix une infinité d'interprétations dont nous examinerons en fait ici quelques-unes. Bon, on va tout d'abord se pencher sur un décodage du titre, voir la phénoménologie, puis après une lecture queer, une lecture sous l'angle de la monstruosité, une petite réflexion sur la poésie, bon, car elle est infinie, mais, et enfin celle que nous avons intitulée, bon, touchant toucher l'ironie. C'est un peu vers, on passe vers l'ontologie. Donc, pour anticiper quelque peu, cette dernière torsion finale, en fait, de mon intervention, tente d'imiter la structure même du texte par la langue, l'addiction, l'enjambement et la parataxe de Carson, dont le sens dépasse ce simple contemporain pour signaler à chaque instant une faille, quelque chose comme un écart. On dirait en anglais un gap. Celui-là même que Carson évoque lorsqu'elle parle de traduction. Bon, en tout cas, en tant que chercheuse en littérature française, le français oblige. Donc, on parle toujours de failles, fissures, etc. Donc, si on commence cette trajectoire et on prend ce premier, entre guillemets, sous-titre de la question de l'autobiographie à la phénoménologie. Donc, si la vie occupe cet espace entre écrire et être, alors la critique autobiographique doit intégrer les apports de la phénoménologie, qui vise à saisir et à communiquer l'immédiateté de l'expérience tout en respectant sa complexité. Bien que le texte de Carson soit nommé autobiographie,
Ce terme, en fait, il reste ambigu. Il ne s'agit pas de l'autobiographie de l'auteur, même si certains critiques insistent beaucoup sur ces identifications, en enchaînant avec les questions sur Anne Carson en tant que poète, traducteur, professeur, et ils essayent de lier avec Rouge, donc le personnage. Mais au moins, au premier abord, il s'agit de, si on peut dire, de l'autobiographie donc de son personnage principal, Guérion, ou encore celle du rouge en tant que couleur et de l'écriture autobiographique elle-même, ce qui est la thèse en fait déjà énoncée par certains, par exemple Murray. Donc l'autobiographie devient alors en fait un problème philosophique. Les faits seuls ne suffisent pas à exprimer la vie subjective, remplacée par les valeurs, les perceptions, les sentiments, les métaphores personnelles. Comme l'affirme le texte, donc c'est la page 105 de l'original, je ne saurai jamais comment tu vois le rouge et tu ne sauras jamais comment je le vois. Donc, si une première question sur la phénoménologie s'impose, c'est celle du rouge, rouge en tant que nom, donc avec la majuscule, et en tant qu'adjectif, couleur. L'œuvre Autobiography of Red d'Anne Carson s'inspire du mythe ancien de Gérion, relaté par Stacy Corrs, et c'est Carson qui adopte une lecture phénoménologique, donnant à voir l'expérience subjective donc de Gérion, très rouge, non factuelle. Donc, c'est un monstre ailé et rouge, et il explore son identité à travers la sculpture, l'écriture et la photographie, cherchant à répondre à la question qui suis-je. Donc, si c'est une autobiographie, elle n'a rien à voir avec l'autobiographie dans ses définitions canoniques telles que celle de Philippe le Jeune, peut-être la plus connue. C'est celui du pacte autobiographique. Et elle devient en tout cas moins une restitution de faits que finalement une investigation sur les conditions même du soi et de son expression linguistique. Donc, on peut dire que Carson met en lumière l'ambiguïté de la vérité stéticore, dont la palinodie illustre l'indétermination entre mensonge et vérité. Donc déjà, la source met en doute ce statut entre le mensonge et la vérité. La notion de désir, qui est distincte de l'erreur et du mensonge, ouvre en fait un monde où le sujet est dépossédé de ses certitudes intentionnelles. Donc, cette autobiographie est ainsi située dans un espace de désir et de langage, si on peut dire, des contraintes logiques, qui est libéré des contraintes logiques traditionnelles, et où en fait c'est l'expérience subjective qui prime sur la vérité objective. Donc le corps, son corps, il est à la fois traumatisé, donc il a les ailes, il est rouge, donc c'est pas nécessairement formidable pour un enfant à l'école où tous les autres enfants sont entre guillemets normaux, pour le dire d'une façon très non foucaldienne si vous voulez, et pas correcte, mais bon, on s'en sauve pour le moment. Donc il s'agit de son corps d'un enfant qui est en train de, en fait, qui va devenir adulte, qui est traumatisé, qui est en quête d'identité, et ce corps-là devient le site central de l'expérience phénoménologique. Ses perceptions sont synesthésiques, ce sont les sons, les couleurs, les goûts qu'il mélange, et qui témoignent d'une expérience humaine irréductible aux conventions sociales et linguistiques. Carson montre que la chair, elle n'est pas une matière brute, mais un lieu de communication et d'expérience partagée. Donc, c'est le corps qui organise et concrétise la perception, de sorte que la subjectivité et l'identité se constituent dans et par cette expérience incarnée. Donc, le cadre théorique possible est déployé chez Murray et Merleau-Ponty, et surtout, bien sûr, son concept de la chair, bien que d'autres pistes restent possibles. En tout cas pour Gérion, la photographie devient un moyen d'exprimer son identité et son rapport au temps, capturant le vivant dans un moment prolongé entre vie et mort. Dans un certain moment, il devient photographe. Donc, comme la biographie, cette photographie, elle est dynamique, bon, en tout cas ouverte au futur, et illustrant que l'identité n'est pas stable, mais coextensive à cette expérience vécue. La photographie et l'écriture autobiographique ne représentent pas seulement le réel, mais les deux créent un espace de devenir où le rouge devient agent d'expérience et de signification. On va le voir à travers les lectures, bon, on va dire, suivantes. C'est-à-dire le rouge en tant que couleur, omniprésent dans le roman, n'est pas une simple couleur, mais un événement phénoménologique qui structure la perception et l'expérience du protagoniste. Il incarne la subjectivité
oscillant entre l'être et le dire, entre possession et dépossession de soi. Carson propose ainsi, selon d'aucuns, une anti-autobiographie. C'est toujours Murray qui va venir à cette conclusion-là. Parce que, en fait, l'autobiographie ici ne serait pas la restitution d'une vie donnée, mais l'exploration de ses conditions et de sa complexité. Et l'écriture devient un acte philosophique capable de capturer ce qui est incomplet, ce qui est évanescent, et aussi le désir. Donc ainsi, le texte de Carson invite à repenser et à réinventer l'autobiographie en tant que genre. Donc le sujet n'existe pas avant son récit. Il se constitue à travers l'écriture et l'art. Donc l'expérience du protagoniste, de son corps et de sa couleur, le rouge, nous montre que la vie excède toujours le langage et que l'autobiographie doit saisir cette tension, rendant visible en fait la multiplicité des vécus. Donc, la subjectivité aussi, elle se dévoile non pas comme un fait stable, mais comme un processus donc créatif, incarné et désirant, où écrire et être donc se confondent. Si on passe maintenant à l'une des lectures que j'ai mentionnées, et quand on parle de lecture, je pourrais citer en introduction une petite devise que je me suis mise, c'est une citation de Robert Darnton, donc c'est le massacre des chats. Je cite donc Darnton, car jamais nous ne pourrons démêler les interprétations des faits et nul ne peut forcer le texte pour atteindre une réalité dure et fixe qui lui serait extérieure. Donc là, c'est un peu le fil rouge que j'ai essayé de suivre, si vous voulez. Donc, les lectures queer donc, de l'autobiographie de Rouge, d'Anne Carson, se concentrent sur les intersections entre l'identité, le désir et la monstruosité, réconfiguré ici comme un lieu productif du devenir queer. Bon, en confrontant en fait le protagoniste de Carson à ses antécédents classiques, notamment dans la théogonie de d'Hésiode et Gérionide en fait de Stacey-Core, et en s'appuyant sur les cadres théoriques de Judith Butler et Eve Kosofsky-Sedgwick, ces lectures soulignent comment le récit de Carson transforme la codification binaire traditionnelle du héros et du monstre. Parce qu'ici, c'est le monstre qui écrit son autobiographie, c'est le monstre qui parle. Alors que, bon, en tout cas, dans la tradition, c'est le monstre, il est muet, en tout cas. En fait, il est tué, bon, il ne parle pas. Donc, la différence corporelle du protagoniste, qui est exprimée, on l'a déjà dit, par sa couleur rouge, ses ailes et son antériorité volcanique, on dit à un certain point, mais aussi par son regard photographique, n'est pas interprété seulement comme marque d'altérité, mais comme un médium génératif par lequel s'articule, encore une fois, ici, la subjectivité, bon, ici, cuir, et la pratique esthétique et le désir. Les ailes fonctionnent simultanément comme source de vulnérabilité parce qu'il doit aller à l'école avec ses ailes, c'est pas qu'il est, donc il est assez reconnaissable, on va dire comme ça, mais aussi quelque chose comme une métaphore de la potentialité cuir. Là, je cite certains des auteurs qui l'évoquent, englobant à la fois la contrainte corporelle et l'élan imaginatif. Donc, ça peut toujours aussi être, encore une fois, c'est-à-dire corporel, mais aussi une métaphore. Et on ne sait pas nécessairement trancher entre les deux. L'imaginerie volcanique exprime la magnitude et la temporalité du désir, encadrant le traumatisme et la créativité comme processus indissociable, tandis que les motifs photographiques articulent une éthique de l'autoreprésentation, faisant donc de ce corps monstrueux un espace d'agence et de travail esthétique. Donc, la représentation par Carson de la relationnalité cuir, parce qu'il y en a, en particulier du lien asymétrique entre Gérion donc, et Héraclès, met en avant la visibilité, le désir et la responsabilité éthique. En conférant au protagoniste la voix narrative et l'autorité esthétique, Carson subvertit les téléologies mythiques classiques, replaçant le monstre dans la position d'un sujet donc parlant, capable d'autofiguration, plutôt que d'un objet passif de conquête héroïque. Donc, en définitif, ces livres-là, ils mettent en scène la monstruosité comme un mode dynamique du devenir. Donc, quand les lectures queer parlent de Carson, de ces deux livres, ils parlent d'un devenir relationnel, créatif et éthiquement signifiant, où la différence et la marginalité deviennent ressources de transformation imaginative et affective. Donc, il s'agit d'une modalité liminaire de l'existence. Donc, le texte interroge ce que signifie être vu et aimé,
monstre ou non. Le choix narratif de rompre avec la téléologie de l'épopée héroïque en permettant au monstre de parler n'est pas une simple inversion rhétorique, mais une révalorisation de la hiérarchie des valeurs, donc ce qu'il essaye bien sûr d'y trouver. Donc ainsi, dans les lectures queer, la monstruosité de Red ne se présente pas comme une étiquette fixe, mais comme un processus, qu'on a dit déjà, génératif, relatif et en perpétuel devenir. Or, nous espérons montrer que ces lectures peuvent être enrichies par d'autres perspectives, notamment par celle d'un regard qu'on va essayer d'introduire sur la monstruosité elle-même. Donc, si on essaye, et là c'est une partie qui essaye de repenser la monstruosité, quelque chose entre la représentation et le dérèglement. Donc, le monstre, tout d'abord, il faut dire qu'il a plusieurs fonctions. Ici, donc quelque chose comme une perturbation, on l'avait déjà vu, phénoménologique. Donc, c'est le monstre qui va mettre la visibilité face à la vision. Il a une fonction épistémologique. Donc, il y a le monstre qui est comme un signifiant du savoir, ce qui change aussi par rapport à la tradition. Il y a bien sûr une ambiguïté généalogique, parce que c'est le seuil entre l'humain et l'inhumain, donc ou ce qui serait monstrueux. Donc bien sûr, on se rappelle Canguilhem, entre autres. Donc il y a une certaine sémiotique culturelle qu'on peut voir là-dedans, parce que le monstre, c'est un signe instable. Donc, qu'on a déjà, que vont en fait reconnaître toutes les lectures que je vais mentionner. Il y a bien sûr un possible cadre psychanalytique. Bon, l'inquiétante étrangeté, donc das Unheimliche de Freud, l'abject, si vous voulez, chez Kristeva, etc. Donc, ce sont là toutes ces grilles-là qui peuvent servir à des lectures de Carson. Donc, il y a aussi la théorie littéraire qui y joue. À la fois, on peut y reconnaître une répétition, bien sûr, déleuzienne, le concept de l'énergie blanchotienne, ou bien sûr la textualité barthésienne. Donc, on a l'embarras du choix, si vous voulez. Et il y a bien sûr toujours une contextualisation historique qui est nécessaire, c'est-à-dire sur quoi on va insister parce qu'on n'a pas texte, ou en tout cas pas beaucoup. Ce sont les réconfigurations de la monstruosité depuis l'Antiquité aux Lumières et des Lumières à nos jours. Donc, les monstres sont aussi, si vous voulez, des êtres historiques, non seulement parce que Carson mobilise en fait ces sources donc antiques, mais comme le rappelle encore une fois donc Monsieur Darnton, nous avons constamment besoin d'être secoués hors de notre faux sentiment de familiarité avec le passé, d'être exposés à des doses de choc culturel. Donc, si les lectures queer de Rouge sont possibles et relativement courantes, même si Carson n'y décrit pas, par exemple, l'événement fondamental contemporain de ce qu'on appelle le coming out, il n'y en a pas, nous soutenons qu'elles peuvent être enrichies par un examen plus approfondi du phénomène de la monstruosité elle-même. La figure du monstre, donc loin d'être simplement grotesque ou terrifiante, incarne une relation complexe, paradoxale entre visibilité, savoir et humanité. Donc, à la fois en tant que catégorie philosophique, esthétique et linguistique. Donc, plutôt qu'une simple déviation de la norme, le monstre représente la tension entre continuité et rupture, donc entre le familier et l'étrange, entre l'humain et le non-humain. Donc, la monstruosité, elle agit comme une faille dans la continuité phénoménologique, aussi ici, oscillant entre ce qui peut et ce qui ne peut pas être représenté ou conceptualisé. Les monstres occupent en fait un espace liminaire, ni pleinement à l'extérieur de l'ordre métaphysique, ni entièrement à l'intérieur. Donc, ils présupposent les structures du langage et du savoir, tout en les subvertissant. Donc, c'est la notion de déviation, altérité, anomalie, les anormaux de Foucault, on peut les rappeler, mettent en lumière la contestation du monstre face à l'identité normative. Donc, elle ne suffit pas à rendre compte de la dynamique performative et équivoque de la monstruosité. Le monstre, donc, doit ainsi être compris comme une figure instable qui remet en cause la typologie, parce qu'il y en a plein des typologies, que je ne suis pas sûre qu'elle sert à beaucoup de choses, en tout cas pas toujours, et il résiste à toute clôture. Donc, s'inspirant des lectures dans Canguilhem, dans Deleuze, dans Blachot, dans Barthes ou d'autres, le monstre émerge non seulement comme une figure de l'excès
narratif, mais aussi comme une force structurelle. C'est un moteur de répétition, de différence et de l'indécidabilité. Donc, bon, la notion d'écart devient ici centrale. Le monstre existe par la différence, donc par cette distance inquiétante qui rend aussi la pensée possible. Penser, c'est déjà faire, si on peut dire, acte de monstruosité, car toute pensée naît en fait de la disjonction, de quelque chose qui est le contraire. Donc le monstre n'est donc pas défini par une essence, mais par une instabilité relationnelle, son hybridité, son ambiguïté, sa résistance à toute catégorisation fixe. Il fascine autant qu'il répugne, demeurant un lieu d'inépuisable signification. En ce sens, donc, le rouge de Carson est un monstre en tant que texte, avant même d'être représentation du monstre en tant que personnage. Donc, dans l'histoire littéraire et culturelle, on observe une transformation en fait notable des monstres antiques et médiévaux, nés sous le signe de la contrainte et des auspices du divin, vers les monstres modernes qui naissent avec la lumière, créés sous le signe de la liberté de l'imagination et qui sont ambigus par essence. Donc, cette transition révèle le déplacement du rôle du monstre, de l'allégorie morale vers un principe esthétique. Donc, en définitive, le monstre est à la fois symptôme et critique de la représentation elle-même. Il incarne l'instabilité du sens, l'effondrement, bien sûr, des fondements métaphysiques et le jeu incertain entre fascination et répulsion. Bon, on pourrait dire aussi visibilité et ce qui est indicible. Donc, le monstre carsonien, donc celui de Carson, ne recèle aucune potentialité anxiogène intrinsèque. Son altérité n'est ni suspecte ni mensongère. Il n'y a personne qui ne comprend, c'est-à-dire qui va être étonné en fait de paraître. Donc, il n'est ni un épouvantail, ni une gargouille, ni une figure apotropaïque destinée à conjurer nos peurs. Donc, la figure du protagoniste, au contraire, résonne peut-être plus avec la formule d'Hugo sur la fusion du sublime et du grotesque, mais tout en demeurant en fait résolument un monstre littéraire, donc un monstre moderne. Ainsi, le monstre moderne ne doit pas seulement susciter l'émotion, mais posséder une dimension, si on peut dire, spectaculaire, c'est-à-dire nourrissant une fonction scopophilique, si vous me permettez le terme, en spectaculaire de spectateur. Donc, Carson double et déjoue ce dispositif par la carrière artistique de Rouge en tant que photographe. L'atmosphère de l'autobiographie de Rouge rappelle celle du roman gothique, dont, par exemple, selon quelqu'un comme Loucombe, l'essence réside précisément dans l'atmosphère, c'est-à-dire le monstre en étant l'antagoniste, bien sûr, principal. Ici, donc dans le roman gothique, l'atmosphère fonctionne comme une forme singulière de synesthésie, encore une fois mentionnée, un amalgame de moments suspendus. Donc, ce n'est pas en continu. Ce texte hybride semble encourager une lecture où l'intrigue ne vise pas d'abord la compréhension, mais l'expérience, la peur, la prémonition, l'intuition, l'inquiétude, déstabilisant le sujet et mobilisant le désir, la curiosité. En tant qu'histoire d'amour, ce récit fracture naturellement l'espace et le temps, produisant de nouvelles possibilités éthiques existentielles. Donc, à l'instar de la littérature gothique, Rouge joue de l'oscillation entre horreur, monstruosité et ce qu'on appelle en anglais romance, donc pas novel, mais romance, établissant un système littéraire et phénoménologique où atmosphère, affect et rencontre avec l'inconnu ou le monstrueux engendrent donc ces transformations éthiques, temporelles et existentielles. Et pourtant, en fait, Carson, elle donne voix à ce monstre dans sa propre comédie de la répétition, celle de l'amour et celle de la vie en 2 livres. Donc, il n'est pas nécessairement très sage. Il va apprendre la vie, on va dire, d'une manière tout à fait humaine, en répétant les mêmes choses, on va dire comme ça. Donc, Deleuze l'a formulé ainsi: «Je ne répète pas parce que je refoule parce que je répète, j'oublie parce que je répète». Bien sûr, c'est la citation de la différence et répétition. Ainsi, Red, en tant que monstre, dissimule encore d'autres secrets, l'un d'entre eux étant en fait sa propre langue, c'est-à-dire la poésie.
Donc, si on essaye de dire quelques mots, vraiment quelques mots sur en fait la langue de Carson, c'est-à-dire on va faire cette petite trajectoire de la poésie et de la tension du jeu, donc la première personne, et on va vers ce touchant-toucher de l'ironie. Donc, on sait que le savoir, on le répète plusieurs fois, le savoir il est intrinsèquement ambigu. Et là, c'est encore une fois Darton que j'adore à cause de ces images. Comme les reptiles et les rats, c'est-à-dire le savoir, il peut glisser d'une catégorie à l'autre. Il mord. Donc, selon lui, le savoir, il mord. Donc, la poésie, en tout cas, elle subvertit le sens. On peut se demander, est-elle obscure, simplement hermétique? Doit-elle être immédiatement intelligible? Bon, il y a quelqu'un comme Maurice Blanchot qui nous rappelle: «Ne nous reprochez pas notre manque de clarté, car c'est là notre métier». Donc c'est tiré un peu une paraphrase de l'écriture du désastre. Et d'ailleurs, quelqu'un comme Cahen, qui a reçu un grand prix, pour son essai, sur Celan, il va déclarer: «La vérité de la poésie demeure toujours la même. C'est l'art d'exprimer avec justesse ce qui doit être dit et de n'exprimer rien lorsque rien ne peut l'être. D'où la nécessité de travailler la forme et de réinventer sans cesse la langue». Donc ce sont, son livre, c'est-à-dire c'est sur Celan, il est de 2023, pardon. Donc, moi, en fait, j'ai essayé de vous faire en petit exemple en utilisant une citation de Celan: «Plus noir que dans le noir, je suis plus nu. Apostat seulement suis-je fidèle. Je suis toi quand je suis moi». C'est extraite d'un de ses poèmes, donc L'Aube des Fernes, ou en anglais Praise of Distance, pour entrevoir le génie poétique de Carson. Bon, c'est décidément une excuse fragile, mais elle est inspirée par son propre ouvrage, parce que c'est Carson qui a écrit en fait un livre, The Economy of the Unlost, où elle écrit en fait sur Celan. Donc c'est quelque peu quand même lié. En fait, le paradoxe de ce poème de Celan, Ich bin du, wenn ich bin, littéralement, je suis toi quand je suis moi. Dans la traduction de Naville, je suis étant moi-même toi. Il demeure fascinant, c'est-à-dire ce jeu qui se postule contre lui-même, si on peut dire, selon Feldsteiner. Au-delà de ces sous-entendus sexuels, si vous voulez, il illustre aussi la nature problématique de la poésie et aussi surtout de la traduction de la poésie, que Carson souligne à maintes reprises, tout en montrant que la poésie, par définition, laisse toujours une part d'inachevé, c'est-à-dire une trace pour les lectures à venir. Bon, Celan lui-même, il affirmait: la poésie ne s'impose plus, elle s'expose. Bon, quelqu'un comme Cahen, si on suit sa logique sur la poésie, il dit qu'on arrive assez souvent trop tard au poème, en tant que lecteur et en tant que poète. C'est comme si le poète n'était pas le maître de cette parole qu'il est en train d'écrire dans sa poésie. Dans une lettre à René Char, Celan précise que la poésie, elle est une expérience. Encore une fois, c'est la troisième fois que je répète, ou quatrième, le mot ou le concept de l'expérience. Elle se respire, et la poiesis, en tant que création, entraîne le sujet dans son propre processus. Bon, cependant, le roman Un vers de Carson est bien davantage. C'est l'un des rares textes poétiques à susciter aussi, et là on va vers la fin, c'est-à-dire vers l'ironie, qui suscite en fait un rire, bon, si on peut dire un rire absolu. Tonitruant, rabelaisien, si on peut dire. Bon, ce sont des cuisses frappées, comme on dit, ou des côtes secouées, et c'est bien plus qu'un sourire voltairien. Donc, l'autobiographie de Rouge est drôle à bien des égards, et malgré tout le respect dû aux lectures dites sérieuses, parce qu'on a l'esprit de sérieux, bon, et l'esprit de système, qui sont abhorrés, bien sûr, depuis des siècles, considérés en tout cas pas élégants, pour le dire par un euphémisme. Mais il se peut que ce texte soit à la fois une façon de transformer sa vie, la vie donc de Rouge, et d'y réfléchir avec un détachement ironique. Donc c'est Red, c'est-à-dire Rouge, c'est pas quelqu'un qui se prend au sérieux, c'est quelqu'un qui a un détachement ironique. Donc de cette, dixième tâche d'Héraclès, donc de cette source antique,
et Stacey Horse, si vous voulez, jusqu'à l'autobiographie du Rouge d'Anne Carson, il y a non seulement un passage, il y a à la fois ce passage qui est énorme, du meurtre très pittoresque, à ce qui est en fait finalement l'histoire de Rouge chez Carson, et c'est le cœur brisé. Donc, cette trajectoire, elle est gigantesque, elle est infranchissable. Bref, elle est aussi ironique parce qu'on ne peut pas, en fait, tout d'abord, pouvoir se comparer à, si vous voulez, à quelqu'un qui est un demi-dieu antique, c'est déjà très prétentieux. Donc, ça veut dire que c'est vraiment un travail poétique qu'elle fait. C'est pas du tout quelqu'un qui va mimer et que va que citer, en fait, les sources. Donc, Carson, elle réinvente complètement le mythe. Son érudition n'a rien d'une révérence, si vous voulez, une adoration, adulation, comme l'indique dès la première ligne du premier chapitre. Donc, il y a, bon, là, je vous cite, c'est-à-dire cette ligne-là, mais bon, le titre en anglais, c'est Red Meat, What Difference Did Stacey Chorus Make? Donc, et là, elle dit, il vint après Homère et avant Gertrude Stein, un intervalle difficile pour un poète. Donc, c'est déjà un commentaire là-dedans. Ça n'a rien à voir avec une adoration de l'Antiquité telle qu'elle, ou de quelque chose qui serait comme un catalogue pour, c'est-à-dire des savoirs nécessaires qui jouaient jusqu'au XVIIIe siècle, si vous voulez, en tout cas. Donc, l'irrévérence est la clé d'accès à Rouge, comme le suggère le texte lui-même, notamment dans l'appendice C. En fait, on a plusieurs appendices que Carson met avant le texte lui-même, ce qui est déjà aussi quelque chose de radical, si vous voulez. Et c'est donc Appendix C, Clearing up the question of Stacey Horace's blinded by Helen, donc qui est constitué en fait de 21 assertions hypothétiques qui ne résolvent rien. Donc, si je vous lisais, peut-être qu'on va le faire après en fait l'intervention, tout simplement pour vous donner un peu une idée de ce que ça veut dire. C'est-à-dire que c'est un texte qui vraiment vous fait voir que c'est ça en fait, peut-être une voie à explorer. Donc, à la fois l'histoire d'amour, réflexion sur la monstruosité, poésie et humour. Avec Carson, on a la surprise de découvrir que la transcendance littéraire, elle peut être scandaleuse. Donc cet alliage du fantastique, qui en fait, il est plus proche du fabuleux, des contes, selon Todorov. On se rappelle bien sûr le grand théoricien de la littérature fantastique. Parce que, donc, j'ai vu enfant sur une, là je la cite, sur une île de l'Antarctique appelé le lieu rouge, l'endroit rouge, et finit par s'envoler dans un volcan, donc s'y jeter sans mourir. Donc c'est un conte, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est plus près d'un conte de fées. Et donc c'est un amalgame de ce fantastique fabuleux, si vous permettez, et du quotidien, peut-être canadien, on n'en sait pas. Et ça souligne qu'à un sens, l'art pourrait être dit ici comme l'inverse de ce qui est le kaléidoscope proustien. Donc, c'est un miroir irrévérencieux qui renvoie notre image en la déformant, ridiculisant la vanité de nos désirs. Il se moque de notre soif de cohérence, puis nous offre en substitut inattendu ce que nous croyions chercher, avant de nous rappeler avec douceur, mais quand même un peu d'ironie, qu'Hélène, en vérité, n'a jamais été là. Donc, c'est cette critique humoristique du désir et de la perception humaine qui reflète et déforme à la fois notre perception de nous-mêmes, exposant aussi la futilité de notre quête des formes idéales. Donc, en parodiant nos attentes et en subtilisant une construction imprévue, Carson déconstruit la notion même d'authenticité. Donc, il s'agit d'un texte qu'on pourrait dire romantique dans le sens vulgaire du terme, à sa manière, drôle, enfantin, fictif, au point de subvertir non seulement le mythe et le conte, mais aussi toute lecture pédantesque. L'autobiographie de Rouge fonctionne comme un mécanisme autoréflexif où nos faiblesses inavouées sont encodées avec une ironie suffisante pour les rendre risibles, transformant ainsi le malaise potentiel en distance critique. Le texte met en œuvre un processus de critique réflexif où l'ironie devient à la fois méthode et médiation. Donc, une telle écriture déstabilise la frontière entre sujet et objet,
révélant la performité de la reconnaissance de soi. Le rire qu'elle provoque n'est donc pas simple amusement, mais signe d'une négociation idéologique, une libération momentanée face aux structures mêmes qu'elle reproduit. Donc, tôt ou tard, pour avoir une boutade, pour y en fait mener une boutade, tout le monde a eu son Héraclès. Bon, reste à voir. Bref, et là je m'en vais vers la conclusion. Les monstres, ils sont faits de mots, mais ceux de Carson nous font rire, tout en nous obligeant à redécouvrir nos interprétations historiques et contemporaines, nos failles et nos postures. C'est pourquoi son œuvre est profondément humaine et universelle, au-delà des genres et des frontières. Donc, lorsque quelqu'un comme Valérie déclare le complément nécessaire d'un monstre est un cerveau d'enfant, bon là c'est tiré des variétés, il nous rappelle que les squelettes ou les monstres, si vous voulez, du placard ne sont jamais bien loin. Ainsi, de la maxime de Beckett qu'elle cite dans Howard Ho, donc c'est dans le Rouge Doc, au début, si vous voulez, de cette suite, Try again, fail better, surgit donc dès le début, qui surgit en fait dès le début donc de Red Doc, ce deuxième livre. Il y a une incessante convocation à l'échec comme forme de persistance. Donc, try again, fail better. Donc, on se rappelle quelque peu aussi certains, comment on va dire, réussir son échec de Derrida, etc. On peut compliquer le truc vraiment à l'infini. Donc, et jusqu'aux ultimes paroles de l'autobiographie du Rouge qui disent, là je vous le cite en anglais, well, not every day can be a masterpiece. This one sails out and out and out. Et là, ce sont les derniers mots. C'est-à-dire, c'est ce qui fait résonner l'idée que la vie ne se laisse jamais saisir comme œuvre achevée, que chaque jour donc n'est qu'une navigation à travers des possibles toujours fuyants. Il ne s'agit pas donc de conjurer le monstre, comme le suggérait Nietzsche, mais de demeurer parmi les métaphores qui nous constituent, monstre ou non, de reconnaître que notre existence se tisse dans l'ombre et la lumière des figures qui nous traversent. Survivre ici n'est pas simplement persister, mais se tenir dans l'intervalle des images, là où le langage échoue et où le sens vacille, où l'absurde se fait palpable et où parfois un rire discret éclaire le vertige. Chaque échec, chaque tentative, chaque geste de vie s'inscrit dans ce mouvement où la perfection n'est jamais garantie, où la masterpiece n'est qu'un horizon fugace. Et c'est peut-être dans cette reconnaissance que chaque jour ne saurait être une œuvre magistrale, que certains jours sails out and out and out, que se révèle la véritable sagesse de la condition humaine. Persister, échouer et continuer à éprouver le monde dans sa plénitude incertaine. Donc, et là je conclus, chaque geste, chaque tentative de compréhension, chaque échec est un pas dans ce flux incertain. La masterpiece donc n'existe que comme horizon illusoire, et c'est précisément dans l'écart entre ce que nous espérons et ce qui advient que se révèle l'expérience de la vie. Et lorsque parfois donc nous sommes confrontés à la beauté de l'imprévu, à l'imperfection que constitue notre destin et à la fragile mais insistante nécessité de continuer, de tomber, de recommencer encore et toujours. Ainsi, l'œuvre de Carson, profondément marquée par la poésie, l'essai, la traduction, entretient un rapport singulier avec l'ontologie, dans la mesure où elle interroge constamment la nature de l'être, du langage et de l'expérience humaine. Carson explore les limites du langage pour exprimer l'existence, mettant en lumière l'écart entre la pensée conceptuelle et la réalité phénoménologique. Ces textes, donc, à la croisée de la poésie et de la philologie, souligne que, ou des romans, ou ce que vous voulez y mettre, souligne que l'être ne peut être pleinement saisi que par les structures linguistiques classiques et que le sens se construit dans l'espace liminaire de l'ambiguïté et du paradoxe. Donc, par ailleurs, son recours à la forme fragmentaire, à la juxtaposition de voix multiples illustre une ontologie du flux, où l'être n'est jamais figé, mais toujours en devenir, en relation avec l'autre et avec le temps. En revisitant les mythes antiques, en confrontant la tradition classique à la modernité, Carson révèle une dimension ontologique qui dépasse la simple représentation. Elle expose l'essence, c'est-à-dire l'existence humaine, comme tension entre présence et absence, savoir et inconnaissance. Ainsi,
L'œuvre de Carson se déploie comme un espace de réflexion ontologique où la poésie devient un moyen privilégié de sonder l'être, non pas en tant que concept stable, mais comme expérience vécue, mouvante et profondément liée à la parole et au langage. Elle propose une ontologie sensible et plurivoque qui interroge simultanément le monde et la manière dont le sujet humain y participe et s'y reconnaît. Chaque fois, de nouveau. Donc, je vous remercie de votre attention. C'est nous qui te remercions parce que c'était très riche, très bon. Personnellement, je suis très mal placé pour te poser des questions parce que je n'ai pas lu vraiment Anne Mhm, Carson. Je suis bien dans l'ambiance, l'univers, à la fois poétique ou littéraire ou artistique de façon générale ou esthétique de Anne Carson. Mais je vais essayer à partir de ton exposé, c'est-à-dire un petit peu nouer un certain dialogue parce que c'est très riche et ça donne à réfléchir. Et je pense surtout que toi, de ton côté, tu manipules avec brio des concepts philosophiques enfin, sur lesquels je n'ai pas cessé de travailler depuis des années, etc. Et ça fait partie de mon propre bagage personnel. Et, mhm, donc, à un moment, il y a vraiment des interférences avec beaucoup d'idées que nous rencontrons en philosophie. Par exemple, à un moment, j'ai cru que tu parles de Ricoeur quand il parle de soi-même comme un autre. C'est le titre un peu mhm, de son dernier livre et qui est un peu tout l'aboutissement de ton approche à la fois, surtout phénoménologique ou mhm, ontologique et herméneutique. Il a réussi à mélanger trois approches qui peut-être étaient avant lui assez indépendantes l'une des autres. Et c'est donc c'est très riche par rapport à ton exposé qui donne à penser et qui peut-être j'aurais quelques petites questions à te poser rapidement, mais je préfère regarder la salle d'abord. mhm. S'il y a parmi tes étudiants, par exemple, ou parmi nos participants, des questions sur justement dans les limites de ce que tu viens de dire. C'est-à-dire, on va pas te Mhm. poser des questions sur ce que tu n'as pas dit ou sur sur ce qu'on connaît pas ou qu'on maîtrise pas, mais à partir de tout l'enjeu que tu as mis en place ce soir dans ton exposé à partir du langage que tu as utilisé, etc. Comment tu as fait dialoguer poésie, pensée, phénoménologie, anthologie par rapport à un recueil de poèmes qui est raide et par rapport à toutes les significations qu'on peut creuser par rapport à ça. Alors, je veux me tourner à la salle et voir s'il y a des questions, tout d'abord. Je salue Madame Yasmina Hoffman, qui avec nous ce soir, qui est professeure de philosophie analytique. Peut-être elle est un peu étonnée de voir que elle est un peu, je ne dis pas choquée, mais étonnée de voir que je l'invite à un exposé de. Mais je pense, d'ailleurs, la philosophie pour moi, c'est lorsque on connaît mieux les mérites et les vertus de la philosophie, lorsqu'on a affaire des objets qui ne sont pas philosophiques. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. C'est-à-dire, la philosophie trouve un peu beaucoup d'énergie lorsqu'elle travaille sur des sujets qui ne sont pas philosophiques, comme la poésie, par exemple, ou comme je sais pas, la peinture, etc. Je pense que c'est aussi, ça fait partie des compétences du philosophe de, de travailler sur des objets qui ne sont en apparence, qui semblent être en apparence euh, loin de la philosophie, de la formation philosophique qu'on peut avoir. Bah, je dirais en tout cas, il y a, bon, c'est pas pour que moi je mentionne que des exemples évidents, mais on a Nancy, on a Derrida qui ont travaillé plein d'autres sur la peinture, bon, Hmm. sur la voie, même la carte postale, si on se rappelle, bon, etc. Donc, c'est pas nécessairement, je suis, bon, je suis c'est-à-dire, j'ai pas des compétences dans la philosophie analytique, mais c'est ça, je pense que c'est ça, en fait, la richesse
comment dire, des rencontres où on peut avoir des questions qu'on ne va pas nécessairement voir d'un collègue qui travaille dans le même domaine que nous-mêmes. Donc, c'est-à-dire, c'est quelque chose, les textes ou les interventions, elles sont faites aussi pour faire, en fait, pour nous faire réfléchir, même si on n'est pas d'accord. Ah Tant oui, mieux. non, absolument. Oui. Je ne sais pas l'avis de Madame Yasmina, je ne sais pas. Euh, Oui, Yasmina, bonsoir. Bonjour tout le monde. Bonsoir, bonsoir Andy. Bonsoir tout le monde. Je voudrais tout d'abord commencer par remercier la conférencière. Donc c'était très riche, très intéressant. Comme tu l'as dit, Hamdi, c'est pas mon domaine de spécialité, donc c'est tout à fait nouveau pour moi. Donc je connais pas l'œuvre, mais je viens d'apprendre beaucoup de choses. Donc c'est une invitation à la lecture de l'œuvre de, je ne sais pas comment l'appeler, le philosophe, l'auteur. Peut-être une question qui m'interpelle, la question Oui. des limites du langage. Est-ce Mhm. que ça a un rapport avec la conception de Wittgenstein quand il parle de l'indicible, les limites du langage? Est-ce que c'est dans le même sens que la question chez Wittgenstein, Mhm. elle va être traitée de la même manière que chez l'auteur dont vous avez exposé, dont vous venez d'exposer la philosophie, si vous voulez, le contenu de la pensée, la question de la représentation, Mhm. la question de, je ne sais pas, peut-être tout ce qui est symbolique, le problème du symbole dans l'œuvre, etc. Je fais toujours un recoupement avec Wittgenstein à chaque fois que il est question de langage, des limites, du symbole, etc. Donc, je me rappelle ce que dit Wittgenstein. Est-ce que y a-t-il une parenté entre les deux penseurs? Bah, tout d'abord, il faudrait dire, c'est que, bon, bien sûr, Wittgenstein, c'est quelqu'un qui, c'est-à-dire, dès qu'on mentionne les limites du langage, c'est un peu, si vous voulez, le premier qui nous vient en tête. La grande différence, c'est que Anne Carson, elle est poète, elle est Oui. traductrice, mais donc elle est poète, elle est traductrice et elle est professeure donc de littérature. Donc c'est Mm. pas quelqu'un, elle a quelqu'un qui a traduit par exemple Sappho, si vous voulez. Donc c'est Mm. quelqu'un qui va réfléchir sur la traduction en utilisant donc tout le bagage, si vous voulez, euh, de l'éducation, c'est-à-dire elle est très on va dire, elle est très, elle a une érudition vraiment époustouflante. Donc elle va utiliser complètement consciemment en fait les concepts, mais c'est pas nécessairement pour forger de nouveaux concepts. Donc quand elle parle, c'est-à-dire ce sont les limites du langage, c'est plutôt quelqu'un comme un interprète, on va dire comme moi, qui va qui va voir que en fait qu'on n'épuise pas, c'est-à-dire après avoir donc travaillé sur, vu et lu en fait les textes, si vous voulez, ou les sources secondaires, voir que finalement on n'épuise pas la signification par une lecture, comment dire, d'un côté, si vous voulez. Donc, Oui. c'est à la fois un texte qui, étant donné qu'elle est poésie, elle est quand même, c'est comme une monade de Oui. la dans le sens que c'est ce texte, il a, c'est-à-dire, en plus, en tant que poésie, mais qui n'est pas poésie, mais qui est poésie. Oui. Donc, on a l'impression tout d'abord que c'est qu'on peut pas le rapprocher. Dans le sens, chacun, il va trouver son petit mot, sa petite vérité, il va y trouver quelque chose qui l'intéresse, reconnaître quelque chose, mais beaucoup de choses restent complètement, en fait, reste pour que d'autres lecteurs les découvrent, etc. Donc, c'est pas du tout, je dirais que le mouvement n'est pas le même. Donc, le mouvement, pour un philosophe qui travaille les concepts, est en fait de pouvoir définir les concepts jusqu'à la fin, c'est-à-dire d'en épuiser, on va dire, de pouvoir donner quelque chose comme une notion qui va vraiment
comment dire, épuiser le sens. Alors qu'ici, la poésie, c'est pas pour faire la mystification de la poésie, pas du tout. Mais c'est comme si on a l'impression, on croit pouvoir y comprendre quelque chose. Et puis après, on y voit que c'est possible de le lire d'une autre façon. Alors que même si, par exemple, quelqu'un comme Derrida, il va dire pour certains de ces concepts, on peut dire que c'est fuyant, mais c'est quand même défini. Donc, lui, il va changer, varier de livre en livre, et puis après, c'est quand même un concept. Alors que ici, ce sont des mots. Donc, je dirais pour ce qui est le cadre théorique, Wittgenstein, oui, d'une manière générale, tout à fait. Mais c'est pas pour elle, c'est-à-dire, elle ne veut pas créer un système philosophique ou un système de pensée, elle veut réaliser en fait une œuvre poétique. Donc c'est là, c'est-à-dire qu'il change l'intention, qui change quelque peu, et donc elle s'adonne ces mots, etc., mais pas, comment dire, c'est pas pour dire des concepts, on va dire comme ça. Donc, mais le cadre conceptuel, tout à fait. Donc, Ricoeur, tout à fait reste possible. Wittgenstein, par rapport à ses limites du langage, mais pour ne pas abuser de ce mot et finir, c'est-à-dire finir dans cette mystification de la poésie, ça n'a pas de sens non plus. Oui, je vous remercie beaucoup, mais aussi, je pense quand même qu'il y a une certaine ressemblance dans la mesure où tout ce qui est indicible, donc la poésie, elle relève en quelque sorte, entre guillemets, de l'indicible, c'est-à-dire on ne dit pas ce qui est dit par les mots quand on écrit un poème. Et quand on comprend un poème, si on ose vraiment parler de comprendre. Donc là, ça dépasse les limites du langage chez les deux, non? Oui, tout à fait. La Donc, poésie, c'est c'est pourquoi on surtout a en fait l'expérience subjective. La Oui, poésie, c'est l'expérience subjective. Et donc, ça ne se dit pas, même conceptuellement. Et c'est ce que pense Wittgenstein. ce Donc, qui est, hum, donc pour ce qui est de l'indicible, on se rappelle, il y avait Frank avec le concept de l'indicible qui était vraiment maltraité pendant une décennie ou presque, parce que tout est devenu, tout comme tout est devenu autofiction à un certain moment. Donc ouais. là, tout était indicible. Donc c'est pourquoi j'hésite dans le sens de ne pas, comment dire, de ne pas faire la prof de littérature qui fait la philosophe. Oui, donc c'est pas mon domaine, mais tout simplement pour dire oui, tout à fait. Si on parle de l'expérience, si on parle de l'expérience de la poésie et l'essai de l'écrire, c'est en fait toujours il faut quand même prouver que cette lecture soit plausible entre guillemets, mais c'est quand même ça dépend toujours d'un lecteur. C'est pourquoi il y a la figure du lecteur idéal Oui. aussi, non? Donc, en fait, si vous voulez, le mouvement est le même, c'est tout simplement ça, mais elle va pas nécessairement faire. On pourrait peut-être dire aussi, c'est-à-dire ce mutisme, si vous voulez, le fait que finalement on réalise à un certain moment que tout n'est pas possible, Oui. que ça fait réduire aussi, si vous voulez, en fait, le texte. Son exaspération quand elle va traduire donc les fragments de Sappho, on trouve par ailleurs les fragments de Hicor, en fait, dans le bouquin lui-même. Donc, on a l'impression, c'est-à-dire, c'est aussi parce qu'elle a affaire à une tradition qui n'est pas encore connue. C'est-à-dire, l'Antiquité, on connaît beaucoup, mais il y a beaucoup aussi des choses qui ne sont pas définies, dont on ne connaît pas. Donc, il faut, entre guillemets, s'aventurer. Donc, les limites sont, elle les sent vraiment très, très consciemment, même à travers le mot. Elle a écrit un essai sur la traduction où elle va vraiment développer le problème de pouvoir fixer dans une traduction, donc par un autre terme, dans une autre langue. Et qu'est-ce que cela lui fait perdre dans la traduction? Et les problèmes, par exemple, bon, quand elle fait grec et bon, anglais, ou peu importe français, c'est déjà, on change de monde. Donc, c'est les limites de ce qui est d'ici
ou l'indicible est même encore, on va dire, agrandi. Et c'est le gouffre qu'elle va voir. Donc, dans ce sens-là, tout à fait, c'est-à-dire c'est le cadre qui plane au-dessus, en fait. Oui, tout à fait. Oui. Merci beaucoup. Je vous remercie pour le commentaire. C'était très intéressant. Désolée, je n'ai pas de caméra, donc la caméra. Mais Maya, la monstruosité, il y a ressemblance bien sûr, mais la monstruosité n'est pas un défi pour un logicien, pour le logicien qui était Wittgenstein, toutes ces phases confondues. C'est-à-dire la monstruosité, c'est quelque chose qui échappe à la logique, finalement. C'est quelque chose qui va de l'ordre de la logique, qui est de l'ordre du flux de la vie. Mais ma question, c'est pas ça pour toi. Ma question, est-ce que la monstruosité, c'est au niveau de la description des états ou des attitudes qu'on peut avoir, par exemple être monstre, se comporter comme un monstre, etc. Ou bien plutôt c'est des êtres qui peuplent, enfin qui meublent l'ontologie, puisque la monstruosité, c'est d'abord physique, c'est-à-dire quand on parle de monstre, on parle d'être physique et non pas de monstruosité au sens de la symbolicité ou de la signification que peut donner lieu la vue d'un être qui est tout à fait différent par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, un être humain. Et je me rappelle toujours, la notion de monstre ou de monstruosité se pose en embryologie, c'est-à-dire lorsque nous avons une malformation des foetus, etc., ou des mort-nés, ou des bébés, etc. Ce sont en général, on les déclare monstres, c'est parce qu'ils ne répondent pas à un certain registre tout à fait bien fixé de ce que peut être un être vivant, un être humain. Et d'ailleurs, David Lynch, il a bien décrit un peu cette situation lorsqu'il a construit, enfin, il a fait son film Elephant Man, où tout à fait il a parlé, tout à fait Elephant Man, qui est quelqu'un qui était un homme avec une sensibilité, un talent et un génie, etc., mais qui avait la forme tout à fait d'un monstre, qui a posé pour lui beaucoup de problèmes à être pris tout à fait comme un être humain normal. Et donc, c'est justement ça ma question. Est-ce que la monstruosité, on doit la placer sur le plan un peu symbolique, sur un plan qui relève de la sémiotique, comme tu l'as bien dit, culturelle, ou bien c'est un peu, on doit le considérer sur un plan ontologique et physicaliste, c'est-à-dire ça fait partie, c'est un objet qui doit être qui doit figurer dans l'ontologie, notre ontologie comme les autres objets, même si il échappe un peu à nos critères, à nos catégories, etc. Et, euh, et, euh, et ma deuxième question, est-ce qu'on peut traiter la monstruosité comme en philosophie de l'art, on traite la laideur, c'est-à-dire on travaille beaucoup plus sur le laid et on travaille plus sur le laid que sur le beau, parce qu'on dit le but de l'art, la création, c'est pas le beau, c'est le laid, et comme ici, le but de la poésie, c'est pas le normal, l'esthétiquement bien cohérent, etc., le physiquement bien cohérent, c'est au-delà de ça aussi les monstres. Bon, ce que j'aime bien dans le texte de Carson, c'est qu'elle fait vaciller les deux termes, dans le sens que oui, parce que moi j'ai travaillé assez sur les monstres, j'ai travaillé sur, par exemple, dans l'opéra de Rameau, le monstre marin de Dardanus, donc comment est-ce qu'on exprime un monstre en musique, en plus musique baroque, etc. C'est un monstre heureux. Il advient et puis c'est tout. Mais il ne parle pas et donc ça va. Mais il a une fonction tout à fait secondaire, mais quand même claire. J'ai travaillé sur le monstre, qui est en fait un ogre Minsky chez Marquis de Sade, donc qui est déjà un monstre du XVIIIe siècle, donc qui a déjà ces jeux entre l'indécidable, c'est-à-dire à la fois mais il est quand même, comment dire, c'est toujours chez lui, c'est l'hyperbolisation, parce que c'est quand même, on se rappelle bien sûr Rabelais, etc.
Mais ce que je veux dire, c'est que les études, c'est-à-dire la monstruosité, elle se décline en tout cas dans toute la littérature, si vous voulez, disponible aujourd'hui, sur les deux plans. Donc, on a en fait affaire à ce qu'on appelle, il y avait les cabinets de curiosité qui, en fait, c'est-à-dire faisaient voir même les monstres qu'on a collectionnés. Et ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est l'étude des monstres ou l'étude du monstrueux. Mais au 19e siècle, on avait la tératologie qui s'est formée en tant que science, vraiment science, donc de ces malformations que tu avais mentionnées, en fait, à la fois physique et autres. Et c'était en fait une étude des monstres. Donc à la fois, c'est quelque chose qui est en fait physiquement visible, qui peut être cela, et de l'autre côté, on utilise assez souvent le monstre en tant que métaphore, et donc ça devient historique dans le sens qu'est-ce que c'est reconnu comme monstrueux à une certaine époque de l'histoire, etc. Donc je dirais c'est à la fois en fait les deux, ça dépend en fait de la perspective. De l'autre côté, c'est-à-dire ça change aussi avec la représentation symbolique. Bon, moi, j'ai mentionné à un certain moment les anormaux de Foucault. La classification, quelle est la classification? C'est qui en fou? Chez Foucault, c'est chez quelqu'un qui est dans un asile de fous. Donc, ça veut dire, c'est pas du tout une caractéristique innée qu'il va avoir, mais bien sûr appuyé sur le fait que finalement la normalisation, etc. Donc aujourd'hui, surtout dans les lectures queer, même si on reconnaît qu'il s'agit d'un monstre, c'est-à-dire vraiment d'une figure qui est rouge, qui a les ailes et qui va à l'école avec les ailes, avec son visage rouge, qui a on va dire, un intérieur entre guillemets volcanique. Il a aussi, en fait, comment dire, il est reconnu par les autres, notamment les enfants de l'école, etc., comme l'autre, mais en fait, quelque chose qui est monstrueux, quelque chose qui est différent et donc qui est aussi victime, si vous voulez, de ce milieu-là, etc. Et donc là, on peut y reconnaître, c'est-à-dire c'est comme la symbolisation de toutes les différences que quelqu'un qui est jeune donc voit. Donc c'est assez logique que finalement les lectures queer vont se pencher surtout sur ce moment-là. Donc le monstre, mais c'est la symbolisation, c'est la métaphore. Donc c'est même si en fait comment dire, le caractère lui-même, il est physiquement différent. Et donc c'est quelqu'un qui est, mais c'est quand même, comment dire, c'est-à-dire lors de son histoire d'amour, personne ne sent, comment dire, personne n'est choqué. On va dire, ce sont les deux qui se connaissent très bien et qui vont en fait avoir une histoire d'amour. Mais cela dit, c'est pas du tout quelque chose qui est très accentué. C'est vraiment toute la vie de Rouge qui est thématique. Donc, son quotidien, c'est pas du tout coming out story. Donc, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire, on peut y voir ça, mais c'est l'une des interprétations possibles. Ça devient de ce, ça dépend de ce qui nous intéresse. Donc, par rapport à la laideur, bon, the beauty is in the eye of the beholder, je sais pas. Donc, c'est très, comment dire, c'est-à-dire, bien sûr, on a l'esthétique du lait, ce qui a introduit, je sais pas, Baudelaire dans la poésie française, en tout cas, du 19e siècle. Avant, il y avait bien sûr, Hugo, avec donc, cette histoire aussi entre guillemets, du monstre, du bossu, de Notre-Dame, etc. Mais la laideur, je pense que, je sais pas, bon, c'est un cliché que je vais dire, mais je pense que c'est plus, comment dire, c'est plus facile d'écrire sur les problèmes, c'est plus facile d'écrire sur les crises, sur le malheur que sur le bonheur. Je sais pas, et donc je pense que c'est la laideur. Euh, je sais pas, c'est pas du tout une bonne réponse, mais je trouve pas pourquoi en fait on est attiré
par ce qui est, peut-être la fascination tout simplement de ce qui est différent. J'en sais rien. Mais de l'autre côté aussi, c'est très difficile d'avoir, c'est-à-dire si on se met d'accord tous sur ce qui est beau et ce qui est laid, je pense qu'on a un problème aussi. Donc je ne sais pas, c'est une question, je pense, à la fois très compliquée. De l'autre côté, c'est qui voit, qui est-ce qui regarde, de quel œil, etc. Donc la malformation, si tu veux, quelqu'un qui a eu le malheur d'avoir un enfant avec un problème, il va pas nécessairement le regarder. Bon, quelqu'un qui ne le connaît pas va regarder cet enfant en tant que un malheur, un accident de la nature, quelque chose qui ne devait pas être né. De l'autre côté, je pense que le parent, il va l'aimer, il va dire que c'est la créature la plus importante et la plus belle de son monde. Donc, c'est ce que je veux dire. Je n'ai pas de réponse universelle là-dessus, mais je sais que ce phénomène de ce qui est de l'autre côté de ce qui est beau, de ce qui est de l'autre côté de ce qui est moral, c'est toujours malheureux. Bon, c'est toujours présent et c'est toujours intéressant. Donc, je sais pas, je me rappelle quand on parle des musées de la peinture, je me rappelle toujours Prado, qui est l'un des musées que j'aime le mieux. Bon, des gens ne l'aiment pas nécessairement parce que c'est très noir, c'est très morbide, très, je sais pas, lourd, si on peut dire. Moi, je l'aime à cause de ça. Donc, ça dépend. On peut pas, c'est-à-dire des goûts, ils diffèrent, on va dire comme ça. D'accord, merci. Alors, Ahmed, euh, je- alors Ahmed, je ne sais pas comment il va réagir parce qu'il est un... Enfin, je vous laisse poser la question. Bonsoir, bonsoir chers collègues, bonsoir tout le monde. Bonsoir Maya, merci beaucoup pour cette conférence très riche, très intéressante. Moi aussi, tout comme Hamdi, je me trouve dans une position un peu décalée par rapport à la poétesse Anne Carson. Euh, vous m'avez permis avec vous, Anne Ahmed, Carson. Ahmed, Donc, le oui, son Ahmed est discontinu, on t'entend pas. Est-ce que tu peux, s'il te c'est plaît, euh, répéter, reformuler le début de la question? je vais essayer de reformuler mes idées. Donc, j'ai dit bonjour à tout le monde. Ça, oui, on l'a bien reçu, le bonjour. J'ai remercié Hamd, j'ai remercié également Maya pour cette conférence très intéressante. Bon, j'ai exprimé une situation, tout comme vous, je suis dans une position un peu décalée par rapport à la poétesse Anne Carson parce que je la connais pas. Je remercie encore une fois Maya pour cette occasion qu'elle m'a offerte de faire connaissance avec elle et avec Anne Carson. Est-ce que maintenant, Hamdi, vous m'écoutez Ça parfaitement? va, oui, oui, ça va. Alors, Oui. il y a Ahmed, J'ai un tout petit commentaire sur le concept de monstruosité. oui. Bon, est-ce que je peux reporter mon intervention et je me connecte par téléphone, ça sera D'accord, ok, Oui, parfait. ok. Donc, on a une question sur la un monstruosité peu qui... plus tard, Hamdi. Ok, je me connecte par téléphone. D'accord, d'accord. Fais Parfait. vite, hein, parce que on va pas passer la nuit, Oui, hein. oui. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Euh, Non, mais on est toujours, c'est-à-dire chacun a l'impression de ne, comme si on ne connaît pas l'heure, alors il ne faudrait pas, etc. Je me dis que c'est une découverte, c'est une invitation à la lecture, mais on peut toujours poser des questions.
Moi, je sais pas, j'ai découvert, par exemple, la poésie soufie. Je lis pas, je connais pas, etc. Mais j'ai entendu plusieurs interventions, puis on m'a donné quelques bouquins. Je comprends toujours pas, peut-être la moitié, mais au moins, c'est-à-dire, tu as au moins quelques références, etc. Donc, c'est déjà quelque chose. Ça y est, oui, pardon. Alors, il y a Mohamed qui est mathématicien, Oh, qui va, c'est difficile. qui va, qui demande la parole. Ah ben, Oui. je lui donne tout de suite. Allô, oui, Mohamed? Monsieur Hamdi, bonjour tout le monde. Bonjour madame. Bonsoir. Bon, Monsieur Hamdi a dit que qu'il n'existe pas un défi pour un logiciel, mais on peut quand même poser des questions logiques. Mhm. Le concept du monstre défi s'échappe de toute définition, voilà, de toutes sortes de définitions. Est-il capable d'éviter d'être dissolvé dans l'indéterminisme ici? Est-ce que vous pouvez répéter donc la dernière partie? Est-ce que le concept du monstre, il est capable de… D'éviter à être dissolvé dans l'indéterminisme. Hey. Donc, de s'auto-détruire ou quelque chose comme ça, c'est ça? Dissolvé. D'être dissous, en quelque sorte. Oui. Dissous. Ouais, voilà, Oui. voilà. D'être dissous. Oui. Ok. Ah. Oui, Alors, peut-être on revient, en attendant, on revient à Ahmed. ok. Bien noté la question. Alors, Ahmed Mahnen, oui. Oui, merci beaucoup, Hamdi. Bon, est-ce que vous m'écoutez maintenant? C'était mieux avant. Pardon. Ahmed, c'est mieux de revenir. Hamdi, est-ce que vous m'écoutez maintenant? Oui, ça maintenant c'est parfait. Oui, Non, ça va. Maintenant, oui. ça, c'est parfait. Ouais. C'est bon maintenant, Hamdi? Ça va, oui. Très bien, Ahmed. Oh, merci. Voilà, bon, donc je suis revenu par la fenêtre. Je me suis connecté via mon téléphone. Bon, je vous remercie encore une fois, Maya. Sincèrement, je ne connais pas Anne Carson. C'est une occasion de faire connaissance avec elle, avec vous également. Et dans mon intervention, j'ai un commentaire sur le concept de monstruosité que je voudrais vous proposer comme piste, même si sur ce concept. Et puis, une toute petite question de la poésie qui est un concept je trouve très riche, très complexe aussi, et qui ne réfère pas uniquement à l'autre qualifié par Sartre, par exemple, comme étant l'enfer, et par Paul Ricoeur comme étant une roche, mais qui réfère de façon plus étroite et plus intime à la manifestation du danger incarné. Le monstre, c'est en nous. Parce que d'abord, comme créatures humaines, nous sommes tous issus d'un passé primitif, d'un passé de prédation, d'un passé de guerre brutale, d'un passé de violence, ainsi de suite. Et alors, le monstre peut surgir, peut jaillir à tout moment à l'intérieur de nous pour nous dévorer. C'est l'angoisse, c'est l'aliénation, c'est bon, l'inquiétude, la tristesse, le stress même, tout ce que l'être humain peut vivre donc en lui, en nous tous, il y a toujours un monstre que la poésie essaie de déceler, que la poésie essaie de dévoiler, et c'est l'un de ses rôles les plus intimes.
mais également le mot monstre comme approche mais étymologique maintenant, ça nous réfère à montrer. C'est ce que l'on voit, c'est le visible et l'invisible à la fois. Donc, une approche euh, qui part de l'étymologie peut mettre en relief plusieurs autres pistes de recherche que je vous propose d'investiguer à partir de ces pistes. Bon, pour ma question sur la position, pour le statut de la poésie dans notre monde contemporain, bon, la poésie comme étant un discours régulier euh, qui euh, respecte un certain rime, un certain rythme, une certaine façon de dire le monde, de style empirique par rapport à la prose, par exemple, ou toute autre forme d'expression verbale. Est-ce qu'il se trouve à l'aise aujourd'hui par rapport à un monde si complexe, à un monde si matériel, est très loin d'être agencé, très loin d'être organisé, très loin d'être harmonisé par le biais de la poésie. Et merci encore une fois, Maya. Bon, moi, donc je vais faire tout d'abord. Je suis nulle avec les noms, parce que je ne sais pas si je me trompe en les lisant. Monsieur donc, Bahroumi, Mohamed, non? Mohamed Bahroumi, oui. Bon, j'ai déjà dit avec les H, avec les R, je suis nulle en arabe, donc vous me pardonnez, donc ça va faire, je vais faire comme je peux. Le H, Donc, ça se prononce ha, alors que le H de Ahmed, c'est ha. Donc nous avons deux sons différents avec. J'ai Mais les c'est deux, pas grave. Abdi. oui, Abdi. c'est-à-dire, Abdi, j'en ai les deux, moi. J'ai le. Tu es Mahnan, مش Mahnan. bon. Bon, je vais essayer. Oui, oui. C'est pas donné, donc si Oui. c'est pas formidable, bon, vous m'excusez. Donc, pour la question en ce qui concerne, est-ce que un monstre, s'il n'est pas, c'est-à-dire s'il n'est pas si, comment dire, s'il n'est pas cernable, c'est-à-dire si on ne peut pas le cerner, est-ce qu'il peut être dissous? Bon, ça dépend à la fois, si on parle physiquement parlant, s'il s'agit d'un monstre vraiment physique, et ce qu'on sous-entend sous le nom du monstre physique, oui, et non, ça je ne sais pas, parce qu'on ne sait pas, c'est-à-dire les monstres, plein de monstres sont aussi imaginaires, mais on en a parlé aussi de certains qui sont tout à fait, on va dire, présents, physiques. Est-ce qu'il est possible de le dissoudre? Je dirais que, étant donné que moi, je pense que l'un des grands problèmes avec le monstrueux et la monstruosité, que c'est un concept qui est très lié à la métaphore. Et nous, on aime bien les métaphores. Donc, je dirais que si on le tue, si l'un des monstres, c'est-à-dire l'une des métaphorisations, on les tue par le savoir, par tout ce que vous voulez, l'éducation, etc., etc., il y aura au moins un Coran qui va naître. Donc, je dirais que ça dépend si on parle du côté vraiment, c'est-à-dire, parce que, bon, l'imaginaire, il est fort, mais c'est-à-dire, c'est une question tout à fait logique que je comprends. C'est-à-dire, si on ne peut pas le définir, comment le détruire? Tout à fait d'accord. Mais le problème, c'est que à la fois, donc là, on parle de littérature. Si on parle de ceux qui sont un monstre marin, ça peut être une pieuvre, donc qui existe de 26 mètres. Je ne sais pas, on l'a déjà vu, photographié, etc. Bon, il peut être tué. De l'autre côté, si c'est une métaphorisation, parce que on déclare, on considère comme monstrueux ou monstre quelqu'un c'est-à-dire quelque chose qui survient dans notre monde qui n'est pas nécessairement de l'ordre physique. Oui, peut-être aussi. Mais je pense que nous, on est un peu, que notre destin, il est lié à nos métaphorisations et que chaque époque réinvente les leurs un peu. Donc, je ne pense pas qu'on peut se sauver complètement de ces,
nos propres illusions, un peu comme ça. Je sais pas, c'est pas génial, c'est pas optimiste comme conclusion, mais je dirais que même s'il est si, comment dire, fuyant, malheureusement, c'est nous qui le transformons à chaque fois, à chaque invention, et qui compliquons la chose. Si on était des chiffres, comme en mathématiques, je pense, mais les hommes ne sont pas des chiffres. Mon père, il est physicien. Donc, c'est-à-dire, je comprends, c'est-à-dire, il me pose des questions comme ça aussi, donc qui te font réfléchir, mais j'ai pas, comme c'est un autre domaine, j'ai pas de réponse toute faite. Ce serait bien si tous les monstres pourraient être tués et en finir avec, mais je pense malheureusement qu'on n'est pas nécessairement sauvés. Donc, je ne sais pas si c'est génial comme réponse, mais c'est la seule que je peux vous donner en ce moment. Et pour la deuxième, qui est IMAD, celle de IMAD, donc tout d'abord, c'est-à-dire tout à fait d'accord pour ce qui est, c'est-à-dire vous avez parlé en fait à la fois de l'étymologie, là c'est assez connu, donc c'est-à-dire la monstration, quelque chose qui te fait montrer ce qui est. En fait, vous avez parlé aussi du danger incarné. C'est-à-dire c'est quelque chose ce sont comme des signes qui te vont en fait des avertissements, et ce sont tout à fait d'accord, ce sont en fait les monstres antiques, etc. C'est je dirais à l'époque des Lumières, c'est quelque chose qui fonctionne comme un avertissement en fait, bon, divin ou autre, contre des choses que font en fait c'est-à-dire pour essayer comment dire, de guider quelque peu en fait la conduite des hommes. Sous forme d'histoire, sous forme des monstres, etc. On le fait avec, je sais pas, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait en Tunisie, en Croatie, on le fait avec les enfants. Si tu n'es pas bonne, il y a, bon, hélas, bon, peut-être je pense chaque État a son propre bouche, chaque nation, chaque langue a son propre monstre, mais il y a toujours un monstre qui va venir et qui va te punir, etc., etc. Donc, on le fait encore aujourd'hui. Bon, pour les enfants, parce que les autres n'y croient pas. Donc, pour ce qui est, oui, l'enfer, c'est les autres de Sartre ou La Roche de Ricoeur, c'est très commode en fait. C'est-à-dire ce que je trouve très bien chez Carson, c'est très commode de dire, comment dire, bon, mon enfer, c'est l'autre. C'est pas moi. Alors que ce que Carson, bon, ça c'est vraiment quelque chose comme une vulgarisation de Sartre, je ne sais pas ce qu'il dit, mais bon, pour le moment, je vais l'utiliser de cette façon-là, tout simplement pour dire, Carson, elle va nous faire voir, elle va nous faire donner ce miroir, de dire, oui, peut-être le protagoniste, oui, il a des ailes, il est rouge et il est ignoble, ou ce que vous voulez, par rapport à ses collègues de lycée, mais de l'autre côté, regarde-toi bien, c'est pas le seul monstre qui est là-dedans. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est pas nécessairement, c'est pas si facile. Ce que moi j'aime bien chez Carson, c'est on n'a pas comment dire, ce regard hautain qui dit, nous on a le savoir, la connaissance, on détient tout ce qu'il faut pour pouvoir dire l'autre il est monstre. C'est un peu aussi, si vous voulez, quelque chose comme une leçon de humilité. Pas pour dire que tout s'égale, tout est bien égal, etc., mais pour dire aussi, avant de regarder quelqu'un d'autre en tant que monstre, peut-être on peut se regarder nous-mêmes aussi. Donc, c'est un peu dans ce dévoilement, si vous voulez, de ce danger, mais qui persiste encore aujourd'hui. Malheureusement, je ne sais pas, les hommes, ils ont toujours des liens comme ça. Oui, Et pour Maya, la oui, Maya, mais si dis-moi. je t'ai bien compris, c'est-à-dire il s'agit avec Anne Carson de positiver la monstruosité, c'est pas de regarder comme un phénomène négatif. C'est-à-dire Non, oui. la monstruosité, il faut aller plus loin, il faut aller dans la monstruosité, surtout puisqu'elle est de couleur rouge, elle la relève de la passion, du désir, ça nous fait revenir toujours à un état naturel, c'est-à-dire de bien-être, etc. Donc c'est une invitation en quelque sorte à positiver la monstruosité et un appel à
à vivre ça positivement. Et c'est pas tout à fait négatif, si j'ai bien compris. Par exemple, la monstruosité, c'est aller de plus en plus vers le métissage culturel, c'est-à-dire vers le fait de se mélanger, de se parler, de ne pas se prendre au sérieux, de ne pas être resté confiné dans des canons comme ça absolus ou des normes absolues. Au contraire, se libérer. C'est vraiment la monstruosité, surtout dans ses couleurs rouges ou dans sa couleur rouge, je dirais charnelle, qui relève toujours de la passion, de l'amour, du désir. On sait très bien que la couleur rouge relève, enfin, signifie tout ça. Euh, Entre parenthèses, le Moulin Rouge à Paris, c'est très connu, c'est la danse, c'est la vie, c'est la joie, etc. Donc, et toujours, c'est un endroit où il y a, c'est la couleur rouge qui domine. C'est un appel vers la joie et la vie, etc. Donc, la monstruosité, c'est, je pense, ça veut dire que on doit toujours se garder des artifices ou des frontières ou des normes qui vont nous réduire à des blocs incommunicables ou interchangeables. Il faut aller vers un monde dans lequel où les cultures se parlent, se métissent, se mélangent, quitte à devenir des monstres d'un certain point de vue, puisque si on prend par exemple un morceau de langue arabe et on le met avec un morceau de latin, d'anglais, de grec, etc., ça va donner quelque chose de monstrueux. Mais, mais c'est notre un peu sort en tant qu'être humain et notre condition et notre bonheur C'est un en peu, tant qu'horizon pour moi. c'est ce qu'on fait en fait. Bon, les lectures queer, on choisit en fait, bon, d'accentuer bien sûr cet aspect, bon, entre guillemets, sexuel pour le positiviser, pour le dire positif. Ce que tu dis, c'est-à-dire avec le métissage culturel, c'est tout à fait possible parce que ça te permet de ne pas rester cloisonné dans un certain espace. Mais c'est toujours ce que je veux dire, c'est que c'est toujours, elle joue toujours sur les deux plans. Dans le sens, c'est comme si, moi j'ai l'impression, c'est comme si elle invoque une telle lecture. De l'autre côté, elle te tend aussi le miroir de dire que en fait, il s'agit aussi du langage. Donc c'est un peu, c'est-à-dire, c'est pas. euh, Moi, j'aime bien l'idée à la fois du métissage, de ce qui est de ne pas être cloisonné. Je pense que une civilisation qui est cloisonnée, elle est morte. Par ailleurs, ça n'existe plus. Je ne sais Une pas si langue même. aussi. Bon, même en antiquité, ça n'existait pas, quoi. C'est pas du tout. Il faut que regarder, en fait, c'est-à-dire, quand on dit il y a une boutade, qu'est-ce qu'il y a? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a qui te semble anglais et qui n'est pas anglais? Et puis, il y a, bon, c'est en fait tout le contenu de British Museum. Donc, dans le sens, c'est-à-dire, c'était jamais pur et je sais pas quoi. Donc, c'est aussi une idée. Et, donc, c'est tout à fait possible de le lire, de lire en fait la monstruosité positive de ce côté-là. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que Rouge, il n'est pas, c'est pas un personnage tendancieux, c'est pas un intellectuel, c'est pas écrit par Sartre. C'est écrit par un garçon. Donc, tu as vraiment, tu t'envoles pour cette idée, ouais, formidable. Et puis après, bon, il te lance quelque chose de tout à fait terre à terre, très pragmatique, rien à rien, un peu même débile ou je sais pas quoi. Donc, c'est dans le sens que c'est pénible. C'est vraiment, il faut, comment dire, il faut vraiment laisser tomber beaucoup de choses du poème pour pouvoir garder, pour le lire d'une façon, comment dire, que unilatérale, on va dire comme ça. Donc, mais c'est-à-dire ce que c'est ça va avec peut-être avec la réponse du statut de la poésie aujourd'hui. Bon, je ne peux que dire, mes étudiants, la plupart n'aiment pas trop la poésie. Il y a toujours dans pendant chaque cours, on a un ou deux, mais 30 vont dire non, je préfère la prose, je préfère le roman, c'est trop, je comprends pas ce que je fais avec.
qu'est-ce que ça veut dire? C'est problématique à la fois pour la versification à cause des rythmes. Bon, les mots sont censés être très matériels, alors on ne comprend pas comment est-ce qu'on analyse. On peut raconter une histoire de n'importe quel roman, on ne peut pas raconter nécessairement un poème. Donc, pour faire des feuilles de lecture, c'est déjà pénible. Donc, et pour dire si c'est une rime béaba ou je sais pas quoi, ou octosyllabe, bon, on apprend par cœur et puis on s'en fout, ça ne dit rien si c'est une bonne poésie ou pas. Donc, je dirais qu'il y a beaucoup de problèmes à la fois dans le sens, en tout cas, ici à l'école, je pense on n'a pas essayé d'expliquer en fait aux jeunes comment est-ce qu'on fait quelque chose comme une lecture de la poésie, ce que je trouve dommage. De l'autre côté, peut-être que la poésie ou ce qui est considéré comme la poésie, elle a changé aussi. Donc on se dit que finalement, bon, peut-être la poésie, entre guillemets, hermétique, valérienne, ou je sais pas, mallarmène, mais il y a quand même slam poetry, donc des choses qui sont un peu, qui proviennent de la culture urbaine des jeunes, etc., qu'il aime bien. Ou je sais pas, nous on a essayé de tirer des mots des chansons des rappeurs français quand on était au lycée. C'était très, très difficile et très socialement engagé, etc. Donc, ça dépend de ce qu'on veut, ce qu'on sous-entend sous le mot poésie. Mais si on entend la poésie comme quelque chose, comme une sensibilité, une fragilité, quelque chose, parce que la poésie, elle peut être très violente, elle peut être très crue, elle peut être très même ignoble. Donc, tout comme chaque littérature. Donc, on prend, je sais pas, on prend quelque chose qui est la littérature pour les jeunes filles au 19e siècle, on prend Céline, c'est pas du tout la même chose, quoi. Donc, mais je me dis que chaque littérature a des exemples comme ça. Donc, pour le statut de la poésie, parce qu'on a tellement chanté à la fois la fin de la littérature, la fin de la poésie, la fin de tout cela. Oui, aujourd'hui, on vit dans un monde en fait, parce que de la technique, sans ces techniques, on n'aurait pas pu se rencontrer, par exemple. Donc, je pense que c'est un moyen, si vous voulez, et ce qu'on en fait, c'est toujours la responsabilité des humains. C'est-à-dire si on va les utiliser à des fins positives ou à des trucs, bon, on va dire débiles. Donc, je suis pas nécessairement, je sais pas, je me dis que la poésie, euh, elle va survivre comme même, je pense, les livres, peut-être pas aussi universellement, elle va pas jouer elle va pas être importante pour tout le monde, mais c'était jamais le cas. Donc, pour moi, un livre, c'est un événement dans ma vie. C'est pas nécessairement même pour mes étudiants. Ça doit pas nécessairement ni l'être, mais je me dis que c'est pas la catastrophe. Malheureusement, si on va nous détruire nous-mêmes, on va nous détruire par d'autres moyens que les livres ou la poésie. Mais donc, je suis, on va dire, bon, pas optimiste, mais optimiste. Donc, c'est pas la catastrophe. Moi, j'aimerais bien un monde où il y ait quoi, plus de l'espace pour la littérature, pour les livres, pour les chiens, pour la nature, etc. Mais bon, mais on fait ce qu'on peut dans notre petit monde à nous et on essaye de répandre en fait des messages positifs, poétiques ou pas. Donc, c'est un peu ça, je sais pas. Très bien. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions pour Maya? Bon, je vous remercie toutes et tous d'avoir participé à cette nouvelle rencontre. Et puis, je tiens à saluer encore une fois Maya pour tout l'effort qu'elle a fourni. Et ce soir, hein, notamment dans la discussion, et elle a fait beaucoup d'éclairages, je pense, j'espère, qui vont être utiles pour nous et qui vont nous inciter surtout à nous inviter à lire Anne Carson, hein, et découvrir un peu sa poésie, sa sensibilité, etc. Je pense, j'ai vu rapidement une vidéo d'elle. Elle était dans une conférence, etc. Elle est quelqu'un de très sympa et qui ne se prend pas du tout au sérieux.
Oui, Voilà. ça c'est vrai. Donc, je vous remercie. Je remercie Maya, je remercie ces étudiants qui ont eu la peine de se connecter ce soir. Et j'espère que cette rencontre a été d'un certain intérêt pour tout le monde, et chacun de son angle de vue, de son point de vue, bien sûr. Voilà, j'espère qu'il va tirer les bénéfices de cette rencontre à partir de- du point de vue dans lequel il se place. À très bientôt. Et Je remercie. Est-ce que je peux remercier? Je remercie aussi tout le monde. Je remercie tout d'abord Andy pour l'invitation, pour en fait cette opportunité. Je remercie en fait tous les participants pour toutes les questions. Je vais y réfléchir, ils m'ont donné à penser. Mes étudiants aussi d'y avoir participé. Et, et j'espère que bon, j'ai incité quelques-uns à ouvrir au moins un petit livre d'enquête. Donc ça, c'est sûr. et je vous remercie pour votre attention. Je serai le premier à le faire, comme j'étais le tout premier à avoir appris beaucoup de choses ce soir. Merci, à très bientôt. Salut tout le monde. Bonsoir, Madame Yasmina. À très bientôt. Salut, merci. À tout le monde.